l'affaire Assange, c'est 12 ans de persécution. Alors, Assange est le fondateur de Wikileaks, créé en 2006, qui était une plateforme destinée en fait, à recevoir des documents obtenus grâce à des lanceurs d'alerte qui les transmettaient de façon anonyme, et Wikileaks se chargeait de les rendre publics si l'organisation estimait qu'il y avait un intérêt public à les rendre publics. Donc on se souvient surtout des grandes révélations de 2010 sur les guerres d'Irak, d'Afghanistan, Guantanamo, les câbles diplomatiques états-uniens. Et donc obtenu grâce à la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, qui était une analyste du renseignement militaire. Et la persécution en fait commence à partir de 2010, puisque ces documents étaient extrêmement embarrassants pour Washington, puisqu'ils révélaient notamment des crimes de guerre. On se souvient peut-être surtout de la vidéo Collateral Murder, hein, qui est une vidéo qui montre un crime de guerre. Ça s'est passé à Bagdad. On voit en fait à travers la caméra d'un hélicoptère de combat des civils mitraillés. Il y a 18 personnes qui ont été tuées, dont 2 journalistes de l'agence Reuters. Et puis, on a comble de l'horreur, non seulement donc cet hélicoptère de combat mitraille à tout va sur des civils, mais en plus il tire également sur un bon samaritain qui accompagnait ses enfants à l'école et qui essaie de sauver un agonisant. Et l'hélicoptère tire également sur le bon samaritain, le tue, blesse gravement ses 2 enfants qui étaient à l'arrière de la camionnette. Bon bref, c'est la vidéo d'un crime de guerre. Mais qui a été inquiété en fait dans le cadre de ce crime? Ben, c'est les personnes qui l'ont dénoncé. C'est Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte, qui a transmis les documents à Wikileaks, et c'est Julian Assange, le journaliste, qui a rendu public ces documents, et notamment cette vidéo Collateral Murder. Donc très rapidement, Washington met en œuvre toute une batterie en fait, de moyens pour essayer de nuire à Assange au maximum et à Wikileaks. Il y a eu un blocus financier pour empêcher qu'on puisse faire des dons à Wikileaks. Donc Wikileaks a perdu une grande partie de ses revenus parce que voilà, PayPal, Bank of America, etc., Mastercard avaient bloqué tous les mouvements de fonds. Mais c'est également toute une équipe, à la fois au Pentagone et dans les services de renseignement, dédiée en fait à la neutralisation de Wikileaks et d'Assange. Et puis, évidemment, il y a ce qu'on appelle maintenant l'affaire suédoise. C'est accusation de viol, je mets des guillemets parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais c'est comme ça que ça a été retenu. Et ce volet-là a gravement nui à Assange. Et encore maintenant, ça fait partie de la campagne de dénigrement qui revient sans cesse pour dénigrer Assange. Voilà, enfin, 12 ans après, c'est un élément qui continue à empêcher, ou en tout cas à ralentir la constitution d'un mouvement de solidarité. Mais ce n'est pas le seul. Et donc, pour faire le lien avec le livre de Nils Melzer, qui était le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et les mauvais traitements, il a été de 2016 à 2022. Lui, dans un premier temps, dans le cadre de son mandat, donc il reçoit des courriels où des personnes essaient de l'alerter sur des cas de torture, de mauvais traitements. Et donc les avocats d'Assange l'ont contacté en 2019. Et dans un premier temps, il le raconte lui-même, il avait été sensible en fait à la campagne de dénigrement. Et il a immédiatement refusé de s'intéresser à ce cas. Il le raconte dans le livre. Il voit le courriel s'afficher dans sa boîte de réception et il refuse d'examiner ce cas parce qu'il se dit mais hors de question de m'intéresser à cet enfant gâté, arrogant, qui fait du skateboard dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, quand les avocats d'Assange le contactent, Assange est reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Pourquoi? Parce que la Suède réclamait son extradition.
Sauf que ça ne s'arrêtait pas là, puisque derrière l'extradition vers la Suède, il y avait se profilait une extradition vers les États-Unis, puisque il y avait des tractations entre la Suède et les États-Unis, et c'est pour ça que la campagne de dénigrement dit également que Assange a échappé à la justice suédoise, a refusé de se soumettre à la procédure là-bas, sauf que c'est une calomnie. Il a toujours collaboré avec la Suède. Il était totalement disponible pour être entendu, pour voilà, faire sa déposition. Sauf que la Suède a insisté pour que ça se fasse sur le sol suédois. Alors qu'il est tout à fait possible d'entendre quelqu'un par visioconférence ou d'envoyer un représentant dans l'ambassade d'Équateur, etc. Enfin, c'est des procédures qui sont totalement standards et courantes. Mais dans le cas d'Assange, non, il fallait absolument qu'il vienne sur le sol suédois pour être entendu. Et il a dit, bon d'accord, mais garantissez-moi que je ne serai pas extradé dans la foulée vers les États-Unis. Et la Suède a toujours refusé de donner cette garantie. Donc Assange voyait évidemment ce qui se profilait s'il allait en Suède. C'est pour ça qu'il a fini par se réfugier dans l'ambassade d'Équateur, parce qu'il avait épuisé les recours au Royaume-Uni pour empêcher l'extradition vers la Suède. Et il a décidé de trouver refuge là-bas, et il y est resté 7 ans. C'est quand même pas rien, puisque ce sont des locaux très exigus qui ne sont pas conçus en fait pour héberger quelqu'un comme ça 24 heures sur 24. Il n'a pas été exposé à la lumière du soleil direct pendant plus de 7 ans, ce qui est extrêmement nocif pour les êtres humains. Enfin, il y avait quantité de maux physiques qui se sont développés dans le cadre de ce séjour prolongé dans l'ambassade d'Équateur. Voilà, bref, ça n'a pas arrangé son état de santé. Et donc, pour revenir à Nils Melzer, les avocats d'Assange le contactent à ce moment-là, donc c'est à la fin il ne le sait pas encore, mais c'est la fin du séjour d'Assange dans l'ambassade d'Équateur. Il refuse dans un premier temps donc, de s'y intéresser, mais les avocats vont revenir à la charge, et puis Melzer quand même va décider de se documenter un peu, de creuser, et il a beaucoup lu, voilà, toute la documentation, des articles, tout ce qui était disponible. Et il s'est aperçu en fait qu'il avait eu tort de croire à cette campagne de dénigrement, et que c'était un cas qui méritait toute son attention, qui relevait de son mandat. Et il a décidé d'aller rendre de visite à Assange dans l'ambassade d'Équateur, sauf que les choses se sont accélérées. Et Nils Melzer pense que c'est justement à cause de cette annonce, de cette visite annoncée, que les choses se sont accélérées, que l'arrestation d'Assange a eu lieu. Donc c'était en avril 2019. L'Équateur avait levé son asile politique. Lénine Moreno avait succédé à Rafael Correa et avait trahi de nombreux engagements de Rafael Correa, notamment vis-à-vis d'Assange. Il a décidé de s'en débarrasser, et il a permis à la police londonienne de pénétrer dans l'ambassade d'Équateur pour arrêter Assange. Donc finalement, Nils Melzer a pu voir Assange, mais dans la prison de haute sécurité dans laquelle il a été enfermé par la suite, et dans laquelle il est toujours. C'est une prison qui s'appelle Belmarsh, qui est une prison de haute sécurité, qui est connue comme l'équivalent britannique de Guantanamo. C'est réservé voilà, à des terroristes, à des caïds de la pègre, avec de multiples homicides à leur actif, etc. Et lui, il est là, et il n'est même pas en train de purger une peine, c'est-à-dire qu'il est en détention provisoire. Ça paraît fou, hein, mais il est en détention provisoire à perte de vue, comme ça, parce que ça peut s'étaler encore pendant plusieurs années, en attendant l'issue de la procédure d'extradition. Donc les États-Unis réclament son extradition, et parce que il y a 18 chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. 17 concernent l'Espionnage Act, qui est une loi américaine de 1917 qui a été conçue en fait à l'origine pour intimider et pour enfermer les pacifistes américains qui étaient opposés à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et cette loi a été utilisée par la suite pour persécuter des lanceurs d'alerte.
Daniel Ellsberg, par exemple, les Pentagon Papers, mais plus récemment, sous Obama, plusieurs lanceurs d'alerte ont été poursuivis via l'Espionnage Act. Et maintenant, on s'en prend à un journaliste en transformant en fait son travail de journaliste, hein, puisque ce qu'il a fait, c'est recevoir des documents d'une source, les analyser, euh, procéder à un travail éditorial pour voilà, les éditer, enlever des noms de personnes qui pourraient être mises en danger, etc. Et les publier. Donc ça relève complètement d'un travail de journaliste, sauf que les États-Unis essaient de faire en sorte que ce soit de l'espionnage. Donc il y a 17 chefs d'inculpation qui concernent l'espionnage Act, il y en a un 18e qui relève d'espionnage, enfin de piratage informatique. On pourra peut-être en parler aussi. Et si on cumule donc les peines maximales encourues pour ces 18 chefs d'inculpation, ça fait 175 années de prison. Voilà, donc les États-Unis réclament l'extradition d'Assange. Dans un premier temps, la justice britannique, en première instance, en début 2021, avait estimé qu'il ne devait pas être extradé parce que s'il était extradé et enfermé dans une prison de haute sécurité aux États-Unis, il encourait un risque de suicide, puisque des experts avaient estimé qu'il ne pourrait pas supporter les conditions d'isolement extrêmes du système carcéral américain et de ses prisons de très haute sécurité. Et donc, en première instance, la juge dit non, je refuse l'extradition. Mais par contre, elle avait donné raison à la partie états-unienne sur tous les autres points, et donc avait reconnu en fait que Assange était allé bien au-delà d'un travail de journaliste, et donc le jugement criminalisait en fait le journalisme d'investigation et le travail de Wikileaks. Mais bon, bref, quand même, il y avait eu donc ce refus d'extradition pour raison de santé, sauf que les États-Unis ont fait appel. Ils ont à la fois contesté l'expertise psychologique qui avait établi donc Assange encourt un risque de suicide s'il était extradé et emprisonné aux États-Unis. Et puis les États-Unis ont également fourni à la justice britannique des garanties qui sont essentiellement les suivantes. Donc si Assange était enfermé aux États-Unis dans une prison de haute sécurité, il recevrait des soins appropriés, il serait bien traité, etc. Que s'il était condamné, il aurait la possibilité de purger sa peine en Australie, sa terre natale, qu'il ne serait pas soumis à ce qu'on appelle les mesures administratives spéciales, qui sont des mesures d'isolement extrêmes, habituellement réservées aux terroristes enfermés aux États-Unis. Voilà, bon bref, les États-Unis ont présenté ces éléments, et la justice britannique a inversé la décision de première instance, et Assange est devenu extradable. Je ne vais pas faire le détail de toutes les procédures et tout, parce que c'est très long et très complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des appels qui sont en cours d'examen. C'est extrêmement foisonnant dans les détails. Il y a des affaires. Il y a une partie de la procédure qui se passe en Espagne, également aux États-Unis, parce que il faut peut-être quand même dire que Assange, quand il était dans l'ambassade d'Équateur, a été espionné en fait par une société de sécurité qui était censée travailler pour les autorités équatoriennes, qui était voilà, chargée de la sécurité de l'ambassade, sauf que le patron de cette société de sécurité espagnole, la société s'appelle UC Global, eh bien, il travaillait avec les Américains, et il envoyait les enregistrements directement à la CIA. Donc voilà, Assange était espionné, notamment dans ses échanges avec ses avocats, ses médecins, ses proches. Et ça va encore au-delà, puisque on sait maintenant, grâce à une enquête journalistique très approfondie, que la CIA a même envisagé de l'assassiner quand il était dans l'ambassade d'Équateur, de le kidnapper ou de l'assassiner. Voilà, c'était donc sous Donald Trump, et le patron de la CIA à ce moment-là était Michael Pompeo. Et donc voilà, le projet a circulé à ce moment-là. Et donc
si on s'arrête un instant, il s'agirait pour le Royaume-Uni d'envoyer aux États-Unis un journaliste dont on sait maintenant que le service de renseignement extérieur a envisagé de l'assassiner dans les locaux d'une ambassade située aux États-Unis, à Londres. Ça paraît fou, pourtant c'est bien la situation. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a validé l'extradition. Elle n'est plus ministre de l'Intérieur, bref. Mais on en est là. L'extradition a été validée par les autorités britanniques. Maintenant, on attend l'issue des différents recours qui s'amenuisent, hein. Progressivement, on voit l'issue arriver à l'horizon, et bon, l'issue c'est l'extradition, avec très peu de chances d'avoir un procès équitable aux États-Unis. Et donc Nils Melzer se rend dans la prison de Belmarsh pour examiner Assange. Donc là, il s'est déjà beaucoup documenté, il a écarté tout le brouillard des calomnies, des fausses informations sur Assange, et il veut voilà, examiner l'état de santé de l'homme. Et il vient avec deux experts médicaux qui sont spécialistes en fait des cas de torture, voilà, qui sont des experts indépendants, qui ont l'habitude d'examiner des personnes soumises à des mauvais traitements. Et les trois en viennent à la même conclusion: Assange est victime de torture psychologique. Ils envoient les signes voilà, sur son corps, l'anxiété extrême, etc. Donc ils parviennent à cette conclusion. Nils Melzer, évidemment, donc c'est le rapporteur à l'époque, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. C'est de son devoir d'alerter les États impliqués dans cette torture. Donc, eh bien, il écrit aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Suède, à l'Équateur aussi, si je me souviens bien. Et il s'attend quand même à ce que sa démarche soit prise au sérieux, à ce qu'on l'écoute. Et il s'aperçoit finalement que pas du tout. En gros, on le chasse d'un revers de la main. On lui fait des réponses euh, comme ça, évasives. En gros, il n'y a aucun problème. On n'a rien à se reprocher. Bon, il est quand même un peu surpris parce que il n'avait pas été habitué en fait à être reçu comme ça dans le cadre de son mandat et quand il saisissait les États. Il va relancer, réécrire, etc. Essayer de faire en sorte que la persécution d'Assange prenne fin. Sauf il n'a rien obtenu par les démarches habituelles qu'il entreprend pour alerter et faire en sorte que les États réagissent et fassent cesser les mauvais traitements. Et donc, pourquoi il a écrit le livre? C'est parce qu'il estimait en fait que dans le cadre de ce mandat, il avait épuisé tous les moyens à sa disposition. Et il a estimé qu'il fallait alerter plus largement et donc s'adresser voilà, à l'opinion publique en fournissant le fruit de son investigation, de ses constatations. Et il me semble que ce livre, c'est vraiment l'ouvrage le plus détaillé, le plus précis, le plus rigoureux et le plus convaincant sur la persécution d'Assange. Ça permet vraiment de réfuter tous les éléments de la campagne de dénigrement contre lui, et en particulier le volet suédois, parce que Nils Melzer est suisse, mais il a par ailleurs la nationalité suédoise et il lit le suédois. Il a lu l'intégralité des documents concernant le volet suédois, tous voilà, les rapports de police, etc. C'est des milliers et des milliers de pages. Et dans le livre, c'est presque une chronologie minute par minute, en fait, d'une machination contre Julian Assange pour lui nuire au maximum. C'est extrêmement éclairant et enfin, plus qu'un peu sidérant aussi de voir tout ce qui a été déployé, en fait, pour nuire à Assange. Notamment la police suédoise, dont il y a eu des trucages dans la procédure. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle du lawfare.
L'holophère, c'est l'instrumentalisation politique de la justice. En fait, là, on n'était même pas au stade de la justice, puisque c'était une enquête préliminaire, mais qui a été comme ça étalée et étendue sur des années et des années, pour vraiment nuire au maximum à Assange, après cette demande d'extradition de la Suède, avec derrière l'idée de l'envoyer aux États-Unis. Puis évidemment, sur la réputation, ça a vraiment énormément nui à Assange. Moi, je l'ai constaté, je m'intéresse à cette affaire depuis longtemps, et ça a été très très compliqué de mobiliser, parce que systématiquement, on vous disait oui, mais quand même, il y a ces accusations de viol. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est soupçonné de tels actes? Et donc, enfin voilà, l'affaire Assange, c'est aussi l'histoire d'une campagne de dénigrement qui a vraiment très 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 bien fonctionné. On en trouve encore des traces maintenant. Peut-être qu'on peut parler de la tribune, enfin la lettre du Monde, là, publiée récemment. Le Monde a publié une lettre avec le Guardian, le New York Times, El País et Der Spiegel. Donc ça, c'est les journaux qui étaient les partenaires de Wikileaks pour les câbles diplomatiques en 2010. Et donc ces 5 journaux internationaux ont publié une lettre commune pour les 12 ans, en fait, l'anniversaire des 12 ans de la publication des câbles diplomatiques. Bon, ils ont pris un peu de temps pour réagir et pour appeler en fait à la fin, à l'arrêt des poursuites contre Assange. C'est évidemment bienvenu, ça fait parler de l'affaire, sauf que dans cette lettre, ils n'ont pas pu s'empêcher de répercuter le procès en irresponsabilité qu'on a fait à Assange, puisque dans le cadre de la campagne de dénigrement, il y a différents aspects, et un qui est régulièrement répété, c'est Assange est irresponsable. Wikileaks a publié des documents sans les expurger, sans veiller à ce que ça ne mette pas des vies en danger, ce qui est une pure calomnie, là encore, puisque Assange est quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, et avec son équipe, il veillait justement à lire tous les documents et à enlever les noms de personnes qui pourraient être mises en danger. Sauf que, bon, là on est obligé d'un peu d'entrer dans les détails, mais sauf que c'est quand même un élément qui est répété souvent, donc ça mérite des éclaircissements. On affirme que Wikileaks a rendu public les câbles diplomatiques dans leur version non expurgée. Donc c'est plus de 250 000 documents. Sauf que c'est faux. En fait, si ces documents ont été rendus publics sur Internet, c'est parce que 2 journalistes du Guardian, donc Guardian, journal partenaire de Wikileaks à l'époque, 2 journalistes du Guardian, Luke Harding et David Lee, ont publié dans un livre qui est sorti à la va-vite un mot de passe, le mot de passe qui permettait d'accéder en fait à l'intégralité des câbles diplomatiques dans leur version non expurgée. Pourquoi ont-ils décidé de publier le mot de passe dans ce livre? Enfin, peut-être qu'ils pensaient qu'il était obsolète, sauf que non, le mot de passe fonctionnait toujours. Et cette publication a permis à différentes personnes en fait, d'accéder aux câbles diplomatiques. Et ils ont été mis en ligne sur par exemple, un site qui s'appelle Cryptome. Et il y avait également un journal allemand qui avait annoncé avoir récupéré ces câbles diplomatiques. Et donc, Assange, quand il constate ça, il doit agir dans l'urgence. Il essaie de contacter il contacte la partie états-unienne pour les avertir que les câbles diplomatiques vont circuler dans des versions non expurgées, et donc ils doivent prendre des mesures pour protéger les personnes qui sont mentionnées dans ces câbles, voilà, etc. Et il prend la décision pour en fait permettre aux personnes directement concernées de se mettre à l'abri, de publier également les câbles diplomatiques dans la version non expurgée pour que les gens puissent être informés très rapidement et prendre des mesures. Mais c'est pas lui c'est pas Wikileaks qui a décidé de publier les câbles diplomatiques dans une version non expurgée. C'est la bourde incombe à ces 2 journalistes de Guardian.
Et dans la lettre, la commune dont je vous ai parlé, donc co-signée par le Guardian, ils s'abstiennent bien de mentionner cet aspect de l'histoire. Et c'est Assange qui est, là une fois encore, accusé d'avoir été négligent et d'avoir mis des personnes en danger. C'est ça qui est bon. C'est pas dit explicitement dans la lettre, mais c'est ce qui est sous-entendu et ce que les médias dominants répètent régulièrement. Assange a mis des personnes en danger. Mais lesquelles puisque Washington a essayé de faire valoir cet argument à la fois lors du procès de Chelsea Manning, puis lors des procédures d'extradition, et ils n'ont pas réussi à fournir un seul exemple d'une personne dont la vie a été mise en danger à cause des publications de Wikileaks. Donc les journalistes qui répètent ça encore aujourd'hui, puisqu'ils semblent avoir à cœur d'aider Washington dans la persécution d'Assange, ils devraient fournir en fait des exemples à Washington pour les aider un peu. Mais parce que pour l'instant, il n'y a pas d'exemple. Donc quand vous lisez, quand vous entendez un journaliste vous dire Assange est quelqu'un d'irresponsable, il a mis des personnes en danger, mais immédiatement vous devez écrire à cette personne, dire mais qui vous avez des informations que même Washington n'a pas, veuillez les fournir. Bon voilà, ça fait partie de la campagne de dénigrement. Nils Melzer donc décide d'écrire ce livre, d'abord en allemand. Il a été publié ensuite en suédois et en anglais, et maintenant en français. Moi, je me réjouis beaucoup qu'il soit disponible pour un public francophone, parce que c'est un outil extrêmement précieux d'information avant tout, puisqu'il s'agit d'en savoir plus sur cette persécution implacable, cette persécution d'État. Assange est un prisonnier politique en Occident, et donc il me semble que c'est intéressant de savoir pourquoi c'est le cas et comment cette persécution s'est déployée. Et puis, c'est évidemment pour les gens qui sont soucieux du sort d'Assange, c'est extrêmement utile, puisque s'ils connaissent des personnes qui soit ne connaissent pas l'affaire ou peu, ou des personnes qui ont une hostilité à l'égard d'Assange, qui ont été sensibles à la campagne de dénigrement, eh bien, il faut leur proposer de lire ce livre et d'en rediscuter ensuite. Il me semble que c'est un bon exercice, en fait, de dire, ok, tu penses ceci d'Assange, tu penses qu'il a échappé à la justice en Suède, que les affaires de viol avaient une part de réalité, tu penses que Assange est quelqu'un d'irresponsable, tu penses également qu'il est lié à la Russie, parce que ça c'est encore un autre élément de la campagne de dénigrement. On accuse Assange d'avoir obtenu des courriels du DNC. Donc le DNC, c'est l'organe qui pilote le Parti démocrate américain, et d'avoir donc publié des courriels d'Hillary Clinton, de son directeur de campagne, et puis des échanges du DNC. Et c'était extrêmement embarrassant pour Hillary Clinton et son entourage. Ça a été publié juste avant l'élection présidentielle de 2016, et donc certains estiment que Wikileaks et Assange ont fait élire Trump, en fait, en publiant ces documents embarrassants pour Clinton. Eh bien, ça a amené à la victoire de Donald Trump. Sauf que ça, c'est bon, on peut l'affirmer, mais c'est impossible à prouver. On ne peut pas refaire l'histoire et voir ce qui se serait produit si Wikileaks n'avait pas publié ces documents. Et puis, il faudrait aussi répondre à une objection, c'est-à-dire qu'une fois que Wikileaks était entré en possession de ces documents, en fait, il fallait les garder pour les publier après l'élection, pour ne pas nuire à Hillary Clinton, puisque c'est ça en fait que les gens ont à l'esprit, les détracteurs de Wikileaks. Il ne fallait pas nuire à Hillary Clinton, il ne fallait pas apporter à la connaissance des électeurs états-uniens des éléments assez accablants en fait sur le Parti démocrate. Les courriels montraient notamment que dans la procédure des primaires, Bernie Sanders avait été lésé
au profit d'Hillary Clinton. Donc il s'agit d'écarter un candidat qui déplaisait à l'establishment du parti. Les documents montraient aussi les liens entre Hillary Clinton et l'Arabie Saoudite, les conférences qu'elle donnait pour Goldman Sachs, voilà, grassement rémunérées, le double discours qu'elle tenait en fonction des publics auxquels elle s'adressait. Bon, bref, c'était assez peu reluisant. Sauf que on ne pourra jamais savoir si c'est ça qui a permis à Donald Trump d'être élu. Ça, bon, je ne vois pas comment ça pourrait être démontré. Et puis, enfin, c'était du devoir de Wikileaks de publier ces documents une fois qu'il les avait en sa possession. Et l'élément qui incriminant, ce serait que des pirates, ce sont des pirates informatiques russes qui auraient obtenu ces documents et les auraient confiés à Wikileaks. Sauf que ça, c'est répété sans arrêt, mais pas démontré. C'est encore répété récemment. Là sur France Culture, dans la lettre co-signée par Le Monde, c'est pas répercuté, ce qui était une évolution favorable, mais c'est un élément. Non, je me trompe parce que le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, dans son interview à France Culture, chez Guillaume Erner, bon, c'est pas dans la lettre, mais lui a dit Le Monde avait beaucoup de choses à reprocher à Assange, notamment ses liens avec voilà, de prétendus agents russes qui auraient piraté les courriels du DNC et voilà. Ce n'est pas prouvé. Jérôme Fenoglio, dans cette interview, dit Le Monde pense que c'est ce qui s'est passé, sauf qu'ils n'en ont pas la preuve, et c'est extrêmement négligent en fait de salir quelqu'un, de salir une organisation sans fournir de preuves, parce que ce n'est pas établi. Donc c'est de la calomnie. Le Monde pense que des agents russes ont piraté ces éléments, ils les ont confiés à Wikileaks pour permettre à Donald Trump d'être élu. Tout ça, c'est une théorie, mais qui n'est pas démontrée. Donc, pour revenir à Nils Melzer et à la publication de son livre, la couverture médiatique a été assez faible dans les différentes versions. Il y a eu des recensions importantes ici et là, mais c'est quand même très pauvre compte tenu de l'importance en fait de ce qui est dénoncé, parce que la démonstration est quand même, saisissante. Hein. C'est très détaillé. Les personnes qui liront le livre apprendront quantité de choses et seront ébahies en fait sur tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour nuire à Assange. Alors en ce qui concerne la France, il y a eu là, c'est peut-être le côté critique des médias qui m'intéresse, et traitement médiatique d'une affaire importante, puisqu'en plus il s'agit d'un journaliste, donc il me semble que ça devrait être de nature à intéresser la corporation des journalistes. En France, le Monde diplomatique a publié les bonnes feuilles du livre. Il y a eu un dossier dans Marianne. Une émission de Sud Radio a été consacrée au livre. Il y a eu une excellente recension dans la revue Books, plus quelques-unes ici et là, mais enfin, si on additionne tout ça, ça fait pas lourd. Il me semble que, compte tenu du profil en plus de Nils Melzer, c'est un juriste, un universitaire, spécialiste de droit international, de droit humanitaire, il enseigne à Glasgow et à Genève. Voilà, il n'a pas un profil de militant. C'est pas quelqu'un qui était engagé dans la cause d'Assange. Il me semble que ça devrait intéresser assez largement des rédactions. Il s'agit d'un confrère, hein, c'est un confrère qui est persécuté, sauf que manifestement il y a beaucoup de journalistes qui consentent à la persécution d'un confrère. Alors
Bon, il y a différentes raisons à cela. La campagne de dénigrement qui a marqué les esprits, y compris parmi les journalistes. Mm. Bon, il y a des améliorations hein, depuis quelques mois et Assange n'est pas sans soutien. Hein. Il y a des organisations, des associations qui le soutiennent. Bon, il y a des syndicats de journalistes, le SNJ, le SNJ-CGT, la Fédération internationale des journalistes, il y a Amnesty International, Reporters sans frontières, la LDH. Donc bon, c'est quand même c'est pas rien, hein. Un tel alignement. Bon, même, on peut inclure Le Monde et les autres grands quotidiens internationaux qui maintenant appellent clairement à l'arrêt des poursuites, même s'ils se sentent obligés d'émettre dans le même mouvement des réserves, de proférer des calomnies, des fausses informations qui ne donnent pas franchement envie de défendre Assange. Donc ça, c'est un peu le propre du traitement médiatique dominant du cas Assange, c'est que quand on dit que il ne faut pas qu'il soit extradé, que les Washington exagère beaucoup, etc., on se sent toujours obligé d'ajouter un truc pour dire oui, mais quand même, Assange est sulfureux, il est controversé, etc. Bon, ça, je trouve ça assez sidérant que les médias dominants continuent de se comporter ainsi, a fortiori à l'égard d'un confrère. Enfin, la priorité, c'est d'abord de le sortir d'affaire, de veiller à ce que les poursuites soient abandonnées et qu'il soit libéré. Et puis peut-être dans un deuxième temps, on peut émettre des critiques, des réserves, dire oui, sur tel et tel cas, il aurait dû procéder autrement. Mais la priorité, là, c'est de le sauver parce que ça fait que 3 ans et demi qu'il est dans cette prison de haute sécurité, il meurt à petit feu, il a un état de santé qui se dégrade, il a fait un micro-AVC en octobre 2021 à cause du stress lors d'une audience, il a plusieurs maux physiques qui se sont aggravés, etc. Et plus l'aspect psychologique, on sait qu'il a envisagé à nombreuses reprises de mettre fin à ses jours. Et on estime que si il apprenait en fait qu'il allait être extradé vers les États-Unis, il y a de fortes chances il essaie d'y échapper en mettant fin à ses jours. Donc il y a vraiment urgence à sauver Julian Assange. Bon, comme je le disais, moi qui suis l'affaire depuis assez longtemps, je constate qu'il y a une amélioration en France. Il y a ce qui s'appelle l'appel de Paris pour Julian Assange, avec 42 organisations et médias qui l'ont signé, qui appellent à sa libération d'un côté et également à ce qu'il obtienne l'asile politique en France. Voilà, sauf que cette mobilisation de différentes organisations ne se traduit pas par une campagne en fait médiatique de l'ampleur suffisante en fait pour espérer obtenir quelque chose. Parce que bon, il y a eu des députés français avaient entrepris de déposer une résolution qui visait à accorder l'asile politique à Assange en France. C'était mené par Cédric Villani et François Ruffin, c'était lors de la législature précédente. Bon, il y a eu un vote le 4 février 2022. Les députés de la majorité se sont mobilisés pour voter contre. Ça a quand même permis de faire parler un peu de l'affaire. La femme d'Assange, Stella Assange, avait été reçue à l'Assemblée nationale. Il y avait eu une conférence de presse. Donc tout ça était utile, même si l'issue a été négative. Moi, je fais partie du comité de soutien à Assange. On va essayer de relancer quelque chose aussi avec des députés de la législature actuelle pour voilà, essayer de voir si on ne peut pas relancer une procédure de demande d'asile politique. Bon, il faut quand même préciser que même si Assange recevait l'asile politique de la France, ça ne le libérait pas pour autant de la procédure, la demande d'extradition au Royaume-Uni. Mais ce serait un poids, disons, symbolique et diplomatique important. Le Mexique a fait savoir qu'il proposait l'asile politique à Assange. Ce n'est pas rien. S'il y avait, je ne sais pas, 5, 10, 15 États dans le monde qui faisaient de même, les États-Unis pourraient quand même en tenir compte. Donc de toute façon, il faut se saisir de tous les instruments pour essayer de peser et, dans un premier temps, informer, parce que un sondage récent du Morning Consult
qui semble avoir été fait de façon rigoureuse, a établi que, bon, ça a été fait dans différents pays, mais pour la France, il y a une personne sur deux qui ne sait pas du tout qui est Assange, mais voilà, pas du tout en fait. Bon, dans les 50% qui disent savoir qui c'est, il y a tout un nuancier en fait de connaissances, mais donc quand même 50% des Français qui ne savent pas du tout qui est Assange, donc il y a quand même, il y a quand même beaucoup à faire. Et pourquoi on en est là? C'est la responsabilité médiatique là qui est immense. C'est parce que il n'y a pas une couverture médiatique voilà, régulière et rigoureuse de cette persécution. On n'informe pas sur les différentes étapes et donc Assange, voilà, il disparaît des esprits et ça n'aide pas évidemment à construire un mouvement de solidarité pour voilà, sensibiliser, essayer de mobiliser. Même s'il y a des améliorations, il y a encore beaucoup à faire pour faire savoir en fait qu'il y a une persécution d'un journaliste qui se déroule en Occident, qui a un prisonnier politique enfermé dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni, qui attend de savoir s'il sera extradé vers les États-Unis, où il risque jusqu'à 175 années de prison. Voilà, donc ce livre contribue beaucoup, il me semble, à secouer. Enfin, quand on lit le livre de Nils Melzer, on en sort normalement ébranlé, même si on est déjà informé en fait des pratiques états-uniennes qu'on connaît, le lawfare, etc. Moi, je n'ignorais pas tous ces aspects-là, mais je connaissais bien l'affaire Assange, mais j'ai appris beaucoup de choses et enfin, on est sidéré en fait par la cruauté des moyens déployés, puisque en fait, c'est la procédure qui constitue la punition. Assange a déjà été puni en fait. Washington a déjà exercé sa vengeance. C'est 12 ans de persécution. Donc évidemment, il faut essayer de libérer, de veiller à ce qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis, mais en fait, il a déjà été châtié durement par Washington. Et c'est pas seulement lui, hein, c'est ce qu'il représente, c'est un message qu'on envoie aux journalistes d'investigation qui seraient tentés eh bien, d'imiter la démarche de Wikileaks, en tout cas de faire du travail d'investigation dans le même esprit. Donc là, Washington, en persécutant Assange, fait savoir que ceux qui s'aventureront à faire un travail similaire s'exposent à des rétorsions sévères. Et puis c'est un message d'intimidation également adressé aux lanceurs d'alerte, puisque on fait comprendre que si vous avez des documents que vous aviez l'intention de faire fuiter pas seulement à Wikileaks, hein, mais à d'autres organisations de presse, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois, parce que voyez ce qu'on fait d'Assange, le journaliste, mais voyez ce qu'on a fait de Chelsea Manning. Chelsea Manning a fait quand même 8 ans de prison pour avoir transmis ses documents à Wikileaks. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide en prison. Elle a finalement été... elle a fait 7 ans dans un premier temps, puis sa peine a été commuée par Obama, mais elle a été réemprisonnée sous Trump parce qu'on a cherché en fait, à la contraindre à donner des éléments incriminants contre Assange et Wikileaks, ce qu'elle a refusé de faire. Et elle a finalement été libérée parce que Washington a estimé qu'il n'y avait rien à tirer d'elle, et donc elle est actuellement libre. Il se trouve qu'elle vient de publier ses mémoires. L'édition française là, est sortie il y a quelques semaines. Donc c'est un peu la vision pessimiste, c'est-à-dire que les soutiens d'Assange ont d'une certaine façon déjà perdu, puisque c'est 12 ans de persécution qui vont laisser des traces profondes. Et puis le message est bien passé sur à quoi on s'exposait si on faisait un travail d'investigation et si on révélait bien, les dessous de la machine impérialiste, la façon dont Washington mène ses guerres, les pratiques de ses services de renseignement,
les dessous peu reluisants de sa diplomatie, etc. Donc voilà, tous ceux qui seraient tentés d'enquêter là-dessus, de faire des révélations, bon, il me semble qu'ils ont tous le cas Assange bien en tête, et évidemment ça sert à ça, puisque il s'agissait de punir Assange parce que voilà, c'était le fondateur de Wikileaks, c'était le porte-parole de Wikileaks. Mais là, c'est un message qui est envoyé aux quatre coins du monde. Voilà, vous êtes prévenus. Imitez Assange, faites un travail similaire et on va taper très dur. Bon, Assange est toujours vivant. La procédure d'extradition est toujours en cours avec ses appels. Donc, il faut informer, sensibiliser pour essayer oui, d'obtenir sa libération. Euh, J'espère que maintenant que le monde, après bien des retards, euh, entreprend quand même de faire savoir qu'il faut que les poursuites soient abandonnées, ça devrait rassurer les personnes qui sont sensibles à ce que le monde a à dire sur tel et tel sujet. Mais bon, moi j'attends de voir que ça se matérialise par une véritable campagne suivie. C'est-à-dire que c'est pas en publiant une lettre comme ça un jour, même si ça va dans le bon sens, ça doit être accompagné d'une campagne de relance très régulièrement. Pourquoi d'ailleurs Le Monde et d'autres grands médias français n'ont pas une bannière comme ça sur leur site, rappelant que Assange est victime de persécution, qu'il faut qu'il soit libéré, etc. Non, enfin, on n'en est pas encore là, manifestement. Il y a du mieux, mais le portrait d'Assange n'est pas affiché sur l'hôtel de ville de Paris. Il y a toujours 50% de la population qui ne sait pas qui il est. Donc, moi, avec ce livre, j'espère que il va contribuer quand même déjà à chasser toutes les calomnies, les fausses informations, le dénigrement qui a beaucoup nuit à Assange et à la constitution d'un mouvement de solidarité. Déjà, il me semble que c'est l'essentiel du travail. Une fois qu'on a réfuté tous ces éléments, ben, on y voit beaucoup plus clair en fait. Une fois qu'on a chassé le brouillard de la fausse information, du dénigrement, etc., bon, bah, ça devient assez clair, puisque même si l'affaire est complexe dans ses détails et ramifications, c'est une persécution qui se déroule sur 12 années avec quantité de volets, etc., on s'y perd, et même ceux qui suivent de très près l'affaire s'y perdent aussi, mais le fond est extrêmement simple, en fait, c'est limpide. Il s'agit d'un journaliste qui a révélé des informations embarrassant pour Washington et qui est persécuté pour cela. C'est aussi simple que ça en fait. Hein. Julian Assange, journaliste australien, est persécuté par Washington avec l'aide du Royaume-Uni et d'autres États, et avec aussi l'aide du silence et de l'apathie de nombreux responsables politiques, de nombreux médias et des grandes voix aussi, puisque ça manque aussi dans cette affaire les, ce qu'on appelle les grandes consciences. Ben, elles sont assez absentes en fait. Hein. Si vous interrogez les personnes qui régulièrement se saisissent comme ça de tribunes médiatiques pour eh bien, alerter, se scandaliser de telle et telle persécution, exaction, etc., de tel et tel dissident qui est persécuté dans tel et tel pays, bah, Assange, ça semble ne pas les intéresser. À ma connaissance, je ne vais pas me lancer dans je vais pas égrener les noms des personnes que j'ai en tête parce que on va dériver et puis je vais peut-être un peu trop m'échauffer. Mais en tout cas, je dis souvent que l'affaire Assange, ça devrait être l'affaire Dreyfus de notre temps. Alors c'est des cas très différents, mais il s'agit dans les deux cas d'une persécution étatique implacable avec une campagne de dénigrement euh, amplifiée, relayée dans les médias. Mais sauf que dans le cas de l'affaire Dreyfus, là, il y avait de grands intellectuels, des journaux qui qui se sont mobilisés et qui ne faisaient pas comme ça en passant et qui après sautaient à un autre sujet,
Et en fait, pour obtenir la libération d'Assange, il faut une mobilisation similaire. Euh, il y a le Zola de l'affaire Assange existe déjà, c'est Nils Melzer, puisque ça c'est le j'accuse en fait de l'affaire Assange. Euh, j'ai lu récemment dans l'Humanité Magazine que Stella Assange estimait que le livre de Melzer c'était de la même portée en fait que le j'accuse de Zola. Donc voilà, charge à ceux qui sont sensibles à cette affaire eh ben, de s'en saisir, de le faire lire. Voilà, à ceux qui ne connaissent pas l'affaire, à ceux qui avaient des a priori négatifs sur Assange. Euh, de toute façon, il y a des choses à apprendre au-delà du cas d'Assange, puisque ça montre la fiction en fait de l'état de droit dans les grandes puissances occidentales, puisqu'on voit à quel point là tout est biaisé, à quel point on déforme le droit, on le triture pour nuire au maximum à un individu. Et c'est extrêmement éclairant et informatif sur voilà, l'état des prétendues démocraties libérales qui, jusqu'à preuve du contraire, permettent la persécution d'un journaliste qui meurt à petit feu dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni.